L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis de bien-être santé, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission santé qui vous permet de savoir un peu plus sur les causes, les symptômes d'une pathologie. Pour ce nouveau numéro aujourd'hui, nous allons en savoir un peu plus sur le paludisme. Pour cela, j'ai convié pour vous, amis internautes, Totem Martin, il est infirmier d'État. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda. Je vous remercie également. Amis internautes, comme je l'annonçais aujourd'hui avec Totem Martin, infirmier d'État, nous allons savoir un peu plus sur le paludisme. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. D'entrée, dites-nous, c'est quoi le paludisme? Le paludisme, pour mieux en savoir, je devrais vous la définir. Le paludisme est une maladie infectieuse, parasitaire, qui est causée par les germes que nous appelons le plasmodium. Alors, maladie infectieuse causée par des gènes appelés plasmodium. Quels sont les premiers symptômes du paludisme chez un patient? Chez un patient, nous allons d'abord vous rappeler que nous avons deux sortes de paludisme. Lesquels? Nous avons le paludisme simple et le paludisme grave. Les signes qui énoncent un paludisme simple sont le plus souvent la fièvre, les maux de tête, les frissons, le manque d'appétit, les courbatures, et on peut se dire je fais le paludisme. Et les signes qui vont vous annoncer un cas de paludisme grave, ce sont les mêmes signes précédents, plus ce que nous appelons des signes de gravité, c'est-à-dire les autres signes sont là, mais il faut que s'ajoute peut-être ou nécessairement ce que nous appelons l'hypoglycémie. Donc, le malade se retrouve dans un état de fatigue. Son taux de glycémie est élevé, c'est bien sûr. Non, le taux de glycémie est plutôt bas. Est plutôt bas. Le malade va peut-être parler d'une détresse respiratoire, où vous sentez en tant que médecin que le malade respire difficilement, où vous voyez que ce malade a des convulsions, donc il fait des crises convulsives. Et là, ces signes annoncent, en dehors des autres signes que j'avais précités, que c'est un cas de paludisme grave. Alors, et ceux qui généralement disent qu'ils sont fatigués, ils ressentent de la fatigue, ils ont les maux de tête, on peut dire aussi qu'ils souffrent du paludisme? Non. Il ne suffit pas de se baser sur l'hypoglycémie qui donne un état de fatigue et des maux de tête pour dire qu'on souffre du paludisme, puisqu'il y a d'autres pathologies qui pourraient aussi avoir les mêmes symptômes. Généralement, dans notre société, vu que nous sommes dans une société africaine au Bénin, il pleut très souvent, il pleut beaucoup. D'autres disent que le paludisme est souvent causé par la piqûre des moustiques. Cela est-il vrai? Exactement. Le paludisme est causé de première intention par les piqûres des moustiques, spécialement l'anophèle, qui est un moustique femelle. Donc, quand ce moustique vous pique, vous allez faire le paludisme. Ça, c'est de première intention. Secondairement aussi, il y a par les transfusions sanguines, c'est-à-dire un sang infecté que l'on injecte à un autre patient, le patient peut faire le paludisme. Il y a aussi un bébé
qui peut faire le paludisme dû à sa mère. C'est-à-dire quoi? La maman, qui est une femme enceinte, a une grossesse, fait le paludisme qu'il transmet à cet enfant. Donc on parle de la voie transplacentaire. Donc de première intention et secondairement, voilà les 3 voies que je peux vous dire qui peuvent entraîner le paludisme. On parle toujours paludisme, symptômes et causes. Alors, quand un malade vient chez vous en consultation, quels sont les premiers soins que vous lui faites pour détecter qu'il est vraiment souffrant du paludisme? Pour détecter qu'un malade souffre du paludisme, nous ferons ce que nous appelons les bilans paracliniques, c'est-à-dire les examens de laboratoire. Et nous demandons ce que nous appelons la goutte épaisse densité parasitaire. Et ça nous donne en réalité un résultat qui permet de savoir que le malade souffre du paludisme, même si nous avons déjà des signes ou des symptômes qu'il nous a énoncés. Existe-t-il un traitement adéquat pour le paludisme au Bénin? Il existe un traitement bel et bien adéquat pour le paludisme au Bénin. Mais le traitement va se reposer selon qu'il s'agit d'un cas de paludisme grave ou d'un cas de paludisme simple. Dans le contexte où il s'agit d'un cas de paludisme simple, il y a ce que nous appelons les ACT, c'est-à-dire les ACT, ce sont des molécules d'artémisinine que l'on donne aux patients au bout de 3 jours. Et ces ACT vont tuer les microbes, essentiellement le Plasmodium falciparum qui est à la base du paludisme. Alors que dans le cas du paludisme grave, déjà que c'est compliqué, parfois le malade vomit quand on lui donne les médicaments par voie orale, c'est-à-dire par la bouche, il est vomi. Donc du coup, nous passons d'abord par les injections en intramusculaire ou en intraveineuse ou en perfusion. Le traitement aussi se fera selon les signes ou symptômes. Si le malade fait la fièvre, donc on peut lui donner du paracétamol. Et si il souffre aussi, il fait de la diarrhée aussi, vous lui transmettez quelle injection? Tout malade qui déjà fait un état de mal diarrhéique, on doit le perfuser pour lui rapporter, pour lui ramener la quantité de liquide qu'il a perdu. On peut faire, dans notre jargon, ce que nous appelons le ringel lactate, ou on peut lui donner le sérum salé. Tout dépendra de son état physique. Tout à l'heure, lors de votre intervention, vous avez parlé de la piqûre des moustiques. En période de pluie, généralement, quelles sont les précautions que l'on doit prendre pour éviter les piqûres de moustiques, à part dormir sous les moustiquaires imprégnés? En période de pluie, je dirais d'abord que la première indication, c'est la propreté autour de soi. Il faut qu'il y ait l'hygiène. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? En période de pluie, nous rencontrons des flaques d'eau ou parfois des endroits où voyons des boîtes de conserve où il y a de l'eau là-dedans, ou autour des concessions, on ne balaie pas. Donc, on doit autour de soi d'abord aménager qui est la propreté. Donc, premier élément capital, la propreté. La propreté, l'hygiène surtout autour de soi. Deuxième élément, c'est quoi? Les portes et fenêtres de nos concessions, nous devons mettre des grillages fines qui ne peuvent pas laisser traverser les moustiques. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, la troisième précaution, c'est de dormir nécessairement sous moustiquaires imprégnés. Alors, généralement, on voit que lorsque nous sommes dans la saison pluvieuse, les agents de l'État, les agents de santé passent de concession en concession pour partager des moustiquaires imprégnés. Est-ce que c'est l'État qui subventionne ces moustiquaires imprégnés ou bien des ONG? Les moustiquaires imprégnés que nous voyons partager, c'est l'État béninois qui fait cette subvention afin de protéger mieux sa population. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Docteur, dites-nous, généralement les antibiotiques sont prescrits sur ordonnance. Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Parlant de la prescription des antibiotiques, c'est aujourd'hui un sujet qui amène beaucoup de discussions entre les vendeurs en pharmacie et la population. On voit d'autres qui vont à la pharmacie, disent qu'ils veulent acheter tel médicament et puis l'officier de pharmacie dit non, c'est sur ordonnance, il doit avoir une ordonnance sur laquelle c'est prescrit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le cas particulier des antibiotiques, parlons-en. Les antibiotiques sont désormais vendus au Bénin sur prescription médicale parce que l'OMS a constaté que des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin occupe dans les 5 premiers rangs ceux qui utilisent anarchiquement l'antibiotique.
Et l'antibiotique aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous le prenez de manière anarchique, vous créez une résistance dans votre organisme. Et quand vous créez cette résistance, vous allez utiliser les mêmes antibiotiques pour une pathologie donnée, mais ça ne va pas répondre. Donc c'est dans l'intention de protéger la santé de l'être humain que l'OMS l'a dit et le gouvernement béninois est en train de le mettre en pratique. De la même manière, il y a d'autres médicaments que l'on ne peut pas vendre sans ordonnance médicale. Lesquels? Il y en a assez. Je peux parler peut-être du tramadol, le cas où ce que nous appelons traba ou bien tracidol ou autre là. Donc, c'est des médicaments qu'on ne peut pas ne pas prescrire, c'est-à-dire ou bien vendre sans ordonnance médicale. Revenons à la question concernant les piqûres des moustiques. Oui. Alors, dites-nous, est-ce le paludisme seul les piqûres de moustiques peut causer? Oui, les piqûres de moustiques entraînent essentiellement le paludisme. Il n'y a pas autre affection à ce que je sache à ce jour. Seul, si on vous comprend bien, seul les piqûres des moustiques peut causer le paludisme généralement dans notre partout, bien où c'est ce qui est détecté. J'avais dit habituellement les piqûres des moustiques et accessoirement, j'ai parlé de la transfusion sanguine, un sang qui est contaminé, où j'ai parlé de la contamination de la mère vers l'enfant par des barrières transplacentaires. Puisque nous parlons du paludisme, dites-nous, c'est quoi la différence entre le paludisme et la fièvre typhoïde? Le paludisme et la fièvre typhoïde ne se ressemblent nullement. Cependant, les symptômes peuvent, selon les non-praticiens de la santé, se ressembler. Pourquoi? Parce que le paludisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est lorsque le Plasmodium falciparum arrive à envelopper, je vais dire d'abord, le foie. Et quand il enveloppe le foie, donc il s'infiltre dans les cellules du foie et il casse les hématies. Donc le germe cherche à aller vivre à l'intérieur des globules rouges pour pouvoir après entraîner une anémie. Telle n'est pas alors la physiopathologie de la fièvre typhoïde. Les signes sont presque les mêmes parce que dans la fièvre typhoïde, vous aurez ce que nous appelons les céphalées, les maux de tête, insomnie, manque de... Au niveau du paludisme aussi, on a les maux de tête généralement. Justement, c'est pourquoi je voudrais faire la nuance. Il y a des signes qui peuvent commencer à se ressembler. Et comme je dis, les maux de tête, l'insomnie, le vertige, ça ce sont les signes de la fièvre typhoïde. L'épistasie, parfois, la personne il peut avoir un écoulement de sang par les narines, la température. Mais la différence ici, c'est quoi? Quand quelqu'un fait la fièvre typhoïde, même s'il prend le paracétamol, un produit contre les céphalées, les maux de tête, dans le cas de la fièvre, sont rebelles aux antalgiques. Vous voyez, quand la personne fait la fièvre, même s'il prend le paracétamol, la fièvre va encore revenir. Donc, il faut maintenant aller vers les examens de laboratoire. Et dans le cas de la fièvre, nous faisons ce qu'on appelle le sérodiagnostic de Vidal, qui va vous dire, oui, voilà. Non, il s'agit du paludisme. Donc, c'est les bilans qui vont nous permettre de fixer, de poser le diagnostic. Mais un sachant, déjà quand il voit le malade, il peut déjà s'imaginer qu'il s'agit de la fièvre typhoïde. Comme nous sommes en train de parler de la différence entre la fièvre typhoïde et le paludisme, il y a certaines personnes dans notre société, on constate que généralement d'autres préfèrent l'automédication que d'aller dans un centre de santé se faire consulter. Est-ce que cela est conseillé? L'automédication n'est pas une bonne pratique. Nous le savons tous, peut-être c'est les conditions socio-économiques qui nous poussent à le faire. Si on a les pays développés, cela ne peut pas être chose possible. L'automédication, c'est sur beaucoup de plans. Si vous me permettez, je peux aller. Je vais alors définir l'automédication sur 3 plans. L'automédication, premièrement, un parent peut aller vers une pharmacie. Et en pharmacie, nous avons les pharmaciens qui sont en officine. Et ils lui posent le problème qu'il a. Le pharmacien est un personnel qualifié, je suis d'accord. La pharmacie où on va acheter les médicaments, c'est des médicaments de bonne qualité, je suis d'accord. Mais quand il ne s'agit pas d'une prescription médicale et que le pharmacien vend les produits à ce patient suivant ses symptômes ou ses signes, il s'agit déjà là aussi d'une automédication parce qu'il n'y a pas une prescription médicale.
premièrement. Secondairement, le patient va vers la pharmacie, comme j'ai dit, les produits sont de qualité, et demande à ce qu'on lui vende les produits de son choix. Bien sûr, sans prescription médicale. Ça, c'est la deuxième forme d'automédication que je peux dire. La troisième, comme vous savez, par exemple, le géant d'à côté, le Nigeria, nous avons des médicaments qu'on importe de là-bas. Les tisanes, bon, je ne parle pas d'abord des tisanes. Les médicaments, il y a par exemple dire, les baoumins, les épices, les bon, tous les médicaments. Est-ce que ces médicaments que vous venez de citer n'ont pas des effets secondaires? Justement, c'est ça ce que je veux dire. Donc, quand ces patients vont acheter ces médicaments qu'ils prennent, qui est une forme d'automédication, ils se font plus de mal. Les effets secondaires, comme vous avez dit, je vais d'abord dire, vous voyez, quand on fait l'automédication, on retarde le diagnostic apposé par l'agent de santé. On ne sait même pas que si ces médicaments sont déjà périmés. 2, les médicaments que nous prenons à tort et à travers créent des problèmes pour notre santé. Plus tard, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Voilà. Merci, docteur, pour vos différentes explications et analyses. Alors, quand on parle du paludisme, on parle des nerfs. Le palud des nerfs, qu'est-ce que c'est? Parce que très souvent dans la rue, on entend parler paludisme des nerfs, paludisme des nerfs. Selon vous, c'est quoi le palud des nerfs? Dans notre jargon médical, on parle du paludisme neurologique. Ok, le paludisme neurologique. Oui, le paludisme neurologique n'est rien d'autre que quand, comme je parlais tout à l'heure, quand nous prenons les Plasmodium falciparum qui vont se loger au niveau du foie, il y en a qui migrent et vont vers le cerveau. Et quand ils migrent et ils siègent au niveau du cerveau, ça commence par entraîner des crises convulsives. Et là... Exemple de crise? Une crise convulsive, c'est-à-dire, bon, vous voyez l'enfant ou bien la personne, il fait des mouvements, bon, il ne se retrouve pas, il peut tomber, ou il ne sait pas ce qu'il a. Donc il fait des crises, comme nous parlons des crises, donc il fait ces crises parce que déjà au niveau de ses neurones, les neurones sont déjà atteints. Donc et là, ça commence, les germes commencent à détruire les neurones et là, il commence à faire sa crise et nous parlons du paludisme neurologique. Est-ce que le paludisme neurologique s'apparente-t-il, les causes et les symptômes s'apparentent-ils au paludisme simple ou grave? Le paludisme neurologique est déjà classé dans le cas du paludisme grave, puisqu'il n'est plus simple. Bon, chers amis internautes, nous tenons vers la fin de notre émission. Alors dites-nous, sur les réseaux sociaux, vu que nous sommes à l'avènement du tic, on entend souvent parler qu'il y a une forme de palud dont les gènes se cachent dans les foies. Qu'est-ce que c'est et comment se guérir? Très bien. Oui, c'est que comme ça que ceux qui ne sont pas dans la santé peuvent parler. Mais dans ma définition, j'avais dit que le microbe en cause, qu'on appelle le plasmodium, va d'abord siéger au niveau du foie. C'est par là qu'il commence. Donc, si vous me permettez, je vais rappeler que nous avons même plusieurs types de plasmodium. Nous avons le plasmodium falciparum, qui est ce dont nous sommes en train de parler maintenant, qui va directement au niveau du foie, qui attaque les cellules du foie, les pénètre et va les exploser. Donc, ça va attaquer les globules rouges parce qu'il veut siéger là et les casser pour entraîner l'anémie. J'ai parlé du plasmodium falciparum, le plasmodium vivace, le plasmodium ovale, le plasmodium malaria. Il y a un cinquième, ce n'est pas connu sous nos cieux, mais c'est le plasmodium knowlesi. C'est pas souvent chez nous au Bénin, mais dans d'autres pays, ça existe. Avant de finir notre entretien, est-ce qu'il y a un centre de santé qui s'occupe particulièrement des personnes souffrant du paludisme au Bénin? Vu que chaque année, le taux de personnes souffrant du paludisme est élevé. Quelles sont les précautions que le gouvernement met en place pour éradiquer, pas définitivement, mais pour restreindre ce mal dans notre société? Je peux vous dire qu'il y a le programme national de lutte contre le paludisme. Et au niveau de notre grand centre national, le CNHU, il y a un service qui s'occupe du paludisme. Donc déjà, quand ça dépasse toute compétence dans les centres, on se dit, alors allez vers le CNHU. Et dans le service qui s'occupe, on prend
le malade en charge. Et la prise en charge est-elle gratuite ou bien le patient doit payer quelques frais? Le patient paye ses bilans, le patient paye ses soins. La prise en charge n'est pas gratuite à ce que je sache. Maintenant, vous avez parlé de quels sont les efforts que l'État est en train de faire. Oui, vous savez, le premier effort, c'est d'abord nous-mêmes, la population, parce que l'État ne pourra pas tout faire. Soyons conscients de cela. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut déjà qu'autour de nous-mêmes, qu'il y ait la propreté. L'État ne viendra pas, quand j'ai parlé tout à l'heure des grillages qu'il faut mettre sur les portes, l'État ne viendra pas partager des grillages aux gens, non. Mais au moins, notre État fait un effort de subventionner les moustiquaires que l'on nous donne, c'est déjà louable. Et quand on se sent atteint du paludisme, parce que soi-même ne peut pas se poser le diagnostic, c'est encore ça ce qui est marrant quand on se pose un diagnostic, donc on se rend vers l'automédicament. Mais quand on sent... Mais il y a les gens qui ont le tensiomètre à la maison, ça rejoint toujours l'automédication. Le tensiomètre n'a rien à voir avec... oui, quand l'enfant a une température élevée... Du thermomètre. Du thermomètre, pardon. Très bien. Qu'est-ce que nous conseillons aux gens? Vous avez votre thermomètre à la maison. Vous prenez la température de votre enfant. L'enfant chauffe. Faites-lui ce que nous appelons le bain humide. L'enveloppement humide. Et quand vous enveloppez l'enfant, 2 heures de temps après, vous reprenez la température, votre enfant chauffe. Orientez-vous vers un centre de santé. Voilà. Amis internautes, nous voilà à la fin de cette émission. Alors, votre mot de fin et vos conseils à la population béninoise. À l'orée de cette saison de pluie qui s'annonce, je voudrais apporter mes conseils à tous ceux qui me suivent. C'est d'abord de tout faire pour qu'autour de nous, qu'il y ait la propreté. Que l'on puisse creuser les trous, les petites boîtes de conserve, qu'on les enterre dedans. Quand il y a des flaques d'eau, ou il y a des tas d'ordures, qu'on arrive à pouvoir les fermer. Et que nous puissions dormir obligatoirement sous moustiquaires imprégnés, et alors fermer à temps les portes et fenêtres, et si possible, mettre des grillages à ces portes. Et je dirais aussi, quand quelqu'un sent qu'il a quelque chose, il y a un mal, j'ai les maux de tête, j'ai pris du paracétamol, j'ai pris tel produit le matin, au soir, au lendemain, qu'il se rend directement dans le centre de santé le plus proche de lui. Merci à vous, Monsieur Totin Martin. Je rappelle que vous êtes infirmier d'État. Amis internautes, nous voilà à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons eu à discuter sur le paludisme.